Comment puis-je m'habiller aujourd'hui? Tu es habillé comme un sac à patates. Trop bling bling. Too much. Fashion popa. T'es attifé comme un as de pique. Pas de boudine. Puis-je vraiment m'habiller comme je le souhaite? Suis-je une conformiste de la mode? Mais qu'est-ce que le conformisme? Et qu'est-ce que la mode? Mais peut-on échapper au conformisme social de la mode? Le conformisme est l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, règles, normes, modèles qui représentent la mentalité collective ou le système des valeurs du groupe auquel on a adhéré et à les faire siens. Mode, du latin modus qui veut dire manière. Manière passagère de se conduire, de penser, considérée comme de bon ton dans un milieu à un moment donné. Aspect caractéristique des vêtements correspondant à une période bien définie. Dans une première partie, nous expliquerons en quoi le droit en France ou dans le monde permet-il une liberté vestimentaire. Dans une deuxième partie, nous montrerons qu'aujourd'hui, la France est un pays de liberté vestimentaire, mais avec une très grande influence de la société. Et en troisième partie, nous montrerons que les diktats physiques de la mode agissent comme moteur d'une industrie aliénant la femme et l'homme. Le droit en France permet et en même temps ne permet pas une liberté vestimentaire. Nous allons nous intéresser tout d'abord au droit vestimentaire qui varie en fonction de l'environnement socio-professionnel. En effet, la liberté vestimentaire d'un individu est étroitement liée à son environnement socio-professionnel. Les réglementations s'appliquent différemment chez soi, dans un lieu privé, dans un lieu public, par exemple au travail. D'après la Cour de cassation qui avait publié en 1998 une jurisprudence, je cite, « La jurisprudence a consacré la liberté du salarié de se vêtir comme il l'entend ». En revanche, un code vestimentaire peut être imposé par les entreprises, mais l'employé est libre d'accepter ou de refuser ce code, et cela à travers sa décision d'accepter ou non l'emploi. Si un employeur peut imposer une tenue particulière ou interdire de porter tel vêtement, il ne dispose pas pour autant d'un pouvoir de décision arbitraire. L'interdiction ou l'obligation doit être liée à la nature de l'activité et répondre à un objectif précis, comme la protection de l'image de la société, sa crédibilité, son sérieux auprès du public. Le code vestimentaire de l'entreprise n'a pas pour but d'être arbitraire, mais est une question de respect ou non de l'image de l'entreprise. On en déduit donc que la question principale reste le fait de s'habiller convenablement à sa fonction professionnelle. Par exemple, un professeur de sport s'habillera en survêtement sans choquer personne et encore moins son employeur, car cela répond à sa fonction qui est d'enseigner le sport à ses élèves. Des exceptions existent malgré tout à ce modèle vestimentaire. En effet, certaines entreprises, notamment des startups américaines dans le modèle de la Silicon Valley, autorisent leurs employés à porter des vêtements décontractés le vendredi, dit Casual Friday. Mais alors, la liberté de se vêtir est-il une liberté fondamentale? Eh bien la réponse est non. La liberté de se vêtir est seulement une liberté individuelle, c'est pour cela qu'un employeur peut y apporter des limites, tant qu'elles sont légitimes. Le législateur de la Cour de cassation a confirmé l'adage populaire, je cite, « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Maintenant, nous allons évoquer la laïcité qui est facteur d'un conformisme vestimentaire. En dehors du monde du travail, il existe malgré tout des réglementations vestimentaires en France. En effet, le droit en France permet une liberté vestimentaire tant qu'elle ne touche pas à l'un des principes sacrés de notre République française, la laïcité.
Étymologiquement parlant, la laïcité en France est une, je cite, conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui exclut les églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Malgré une définition claire et précise, il existe différentes interprétations de la laïcité. La première interprétation se base sur un des principes de la laïcité qui est le fait que l'État ne représente aucune religion, et en déduit donc que les habitants de ce même pays ont une liberté religieuse totale. Ainsi, ils peuvent porter n'importe quel signe religieux ostentatoire, que ce soit catholique comme une croix, juif comme une kippa ou musulman comme le voile. D'autres revendiquent une autre interprétation qui prend le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que selon eux, la laïcité, c'est plutôt une interdiction d'exhiber dans un lieu public un signe ostentatoire religieux, et cela afin qu'une religion ne soit jamais supérieure à une autre. Ainsi, selon eux, c'est la seule façon que l'État ne reconnaisse aucune religion, il y ait une neutralité religieuse. Et par signe ostentatoire, on retrouve bien évidemment le vêtement sous toutes ses formes. Quelle que soit son interprétation, la laïcité ne s'applique pas de la même façon dans tous les lieux. En effet, il existe des législations particulières en fonction du lieu public, car on le rappelle, la laïcité ne s'applique pas dans les lieux privés. Par exemple, dans les hôpitaux, le personnel hospitalier doit soigner les patients de façon impartiale et respecter leur liberté de conscience. Ils doivent être neutres par rapport aux usagers et ne pas montrer leurs propres convictions religieuses. Les patients, eux, n'ont pas de contraintes particulières, hormis l'interdiction de dissimuler leur visage. À l'école, la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques, adoptée en 2004, stipule que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Concernant les mères d'élèves accompagnant les sorties scolaires, la circulaire Châtel de mars 2012 leur a demandé de ne pas porter de signes religieux ostentatoire, mais le Conseil d'État a estimé que les mères voilées n'étaient pas soumises par principe à la neutralité religieuse. Par ailleurs, les élèves ne doivent être soumis à aucun prosélytisme religieux. Comme on peut le remarquer, la laïcité fonctionne de façon variable et est soumise à des interprétations très différentes en fonction du lieu. Dans un cas, l'État a neutralité religieuse et donc autorise le voile. Dans l'autre, l'État interdit les signes religieux, toutes religions confondues, dans les écoles. De plus, d'autres débats s'ajoutent à celui du pur respect de la laïcité, comme par exemple celui du droit des femmes, qui selon les féministes serait remis en question par des tenues religieuses, comme la burqa ou le burkini. La burqa a été d'ailleurs reconnue comme non adéquate aux principes de la République et notamment le droit des femmes, et ceci sous le gouvernement Fillon, présidé par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012. Récemment, une autre polémique éclata pendant l'été 2016 avec l'apparition de quelques cas de femmes portant un voile islamique pour se baigner, nommé le burkini. Une énième polémique qui réinterrogea la France sur le paradoxe qu'elle entretient entre une liberté vestimentaire et une laïcité contraignante. Certains maires décidèrent de mettre en place des arrêtés municipaux afin d'interdire cette tenue au nom de la laïcité et du droit des femmes, quand d'autres maires, eux, prenèrent la liberté de s'habiller justement avec des habits qu'on le souhaite, burkini compris.
Ces débats franco-français eurent un écho dans le monde entier. En effet, le principe de laïcité que revendique la France n'est pas une norme, mais bien une exception aux yeux des autres pays du monde occidental. Aux États-Unis, par exemple, le concept de laïcité française est loin d'être compris et accepté. Certains Américains déclarent même que notre principe républicain servirait à cacher un racisme, voire même un colonialisme. Selon un journal new-yorkais, tablettes ainsi réglementation de certaines tenues sont des illustrations, je cite, de l'hostilité des Français aux minorités musulmanes. Le quotidien rajoute que la France, je cite, ces indécrottables impérialistes colonialistes ont la haine des peuples d'Afrique du Nord. Dans les pays du Moyen-Orient, la liberté vestimentaire est très différente de celle des pays occidentaux. En effet, la liberté vestimentaire est en grande partie définie par la religion de ces pays, l'islam en l'occurrence. Dans les pays comme l'Irak, l'Iran ou l'Afghanistan, les femmes sont obligées de porter un foulard intégral ou non, appelé hijab, burqa, roussari, magnae. Cette mode vestimentaire est vue par les pays occidentaux comme des moyens d'asservissement de la femme. Cette mode islamique a beaucoup évolué au fil des décennies dans ces pays du Moyen-Orient. Puis dans les années... Mais le voile n'a pas toujours été une norme dans ces pays du Moyen-Orient, notamment en Iran, où pendant les années 30, le voile était carrément interdit dans les universités et dans les lieux publics. C'était le président de l'époque de l'Iran, Reza Shah Pahlavi, un ancien dirigeant iranien qui avait décidé d'interdire le voile. Dans les années 1970, en Iran a lieu la révolution iranienne où les femmes se remettent à porter le voile. En effet, pour certaines femmes, le fait d'avoir l'interdiction de porter le voile dans les lieux publics était en fait un carcan, car leur mari, leur frère, dans leur famille, les obligeaient à le porter. Et donc elles ne pouvaient sortir dans la rue puisqu'elles avaient l'interdiction de le porter. Donc finalement, pendant cette révolution iranienne, le voile redevenait une façon d'être libre, une marque de liberté pour ces femmes iraniennes. Donc on remarque qu'au fil des années, finalement, le voile aura été un baromètre de l'extrémisme politique, du degré d'extrémisme islamique dans ces pays-là. Puisque par exemple, de 1997 à 2005, le dirigeant Mohamed Khatami, lui, avait une tolérance assez importante pour les femmes qui ne portaient pas le voile. En revanche, l'actuel président iranien Mahmoud Ahmadinejad, lui, se sent obligé de donner des preuves à sa base et ses parrains électoraux, les ultra-conservateurs. C'est pourquoi lui, en revanche, est assez extrémiste. Il sanctionne les femmes dont les mèches de cheveux dépassent à peine du foulard. Les codes physiques que nous impose la société est le nouveau fléau auquel fait face notre société occidentale. En effet, aujourd'hui, que ce soit dans la haute couture, dans le monde du travail, dans les lycées, les diktats physiques contrôlent notre quotidien et la vision que l'on a de notre corps. Tout d'abord, le diktat de la minceur, extrêmement présent dans le monde de la mode. De nombreux mannequins commencent à se confier sur la dure réalité de la haute couture et des défilés sur les podiums. Comme dans le livre de Victoire Masson d'Auxerre, nommé Jamais assez maigre, qui est un témoignage de ses années dans la mode du jour où elle a été repérée dans la rue, jusqu'au jour où elle a été aspirée par la spirale de l'anorexie et qu'elle a fait une tentative de suicide. Ces livres sont là pour nous rappeler que les diktats physiques comme la minceur sont bien présents et peuvent détruire toute une génération. Pour contrer ce fléau, le gouvernement français a mis en place l'adoption d'une loi visant à lutter contre la maigreur excessive des mannequins. La loi a été adoptée en décembre 2016, visant à lutter contre l'anorexie, réalisée par Olivier Véran, le député PS de l'Isère à l'origine du texte. Ces modèles devraient présenter un certificat médical pour prouver leur bon état de santé et les photos retouchées devraient être signalées. Si les mannequins ne suivent pas ces règles, ils pourraient payer 75 000 € d'amende et aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement.
Malgré tout, les podiums continuent d'être foulés exclusivement par des jeunes filles très minces, avec des créateurs de mode toujours plus encourageants dans ce phénomène. Mais l'obsession de la minceur extrême ne se limite pas au monde de la mode. Ces mannequins sont idéalisés par de nombreuses jeunes filles. Le développement du numérique joue un rôle plus qu'important dans la diffusion des défis. Les challenges peuvent se répandre plus rapidement et plus largement, avec une audience de plus en plus importante. Des défis se répandent sur tous les réseaux sociaux afin de devenir comme leur idole. Par exemple, I4Weight Challenge consistait à tenir une feuille de papier A4 devant son ventre, et si un bout de peau dépassait, il fallait alors tout mettre en œuvre pour qu'il disparaisse. Le succès des différents challenges rencontrés sur le net peut se comprendre par un mécanisme d'imitation. C'est rassurant de faire comme tout le monde pour une partie de la population. En imitant ce que ces internautes, qui sont en grande partie des adolescents, voient, ils ont alors l'impression de prendre part à un groupe. En effet, les jeunes sont prêts à faire beaucoup pour ne pas se faire exclure du groupe auquel ils souhaitent appartenir, en particulier le groupe de référence qui est très important lors de la socialisation primaire. Cela s'explique par une forte volonté d'exister auprès des autres, de se mettre en avant, de ne pas être invisible, car pendant l'adolescence, il est important de se sentir entouré pour pouvoir mieux se construire. En effet, si l'on considère le résultat de notre sondage, en particulier à la question « Selon vous, quelle partie de la population est la plus influencée par le conformisme de la mode ?», le résultat est net. 89,7% des personnes ayant répondu pensent que ce sont les adolescents les plus touchés. Les adolescents seraient donc les plus influençables, et ce serait dû à l'importance qu'ils accordent à l'intégration. De nos jours, les hommes font face eux aussi à de nouvelles tendances. Il y a plusieurs mois, le visage de ces hommes a succombé à la barbe hipster. Le port de la barbe apparaît comme une marque de maturité et de virilité auprès d'une grande partie de la population, ce qui permet d'assumer en fait ce que la nature offre aux hommes. La barbe hipster est aussi un symbole de sagesse qui se réfère aux philosophes grecs ou à de nombreux dieux de la mythologie. Malheureusement, certains n'ont pas la chance d'avoir une pilosité suffisante pour pouvoir s'y essayer. La chirurgie peut pourtant y remédier. Tout a commencé aux États-Unis, où des chirurgiens ont proposé une greffe de barbe consistant à prélever une partie des poils de la nuque et les réimplanter sur une zone préalablement choisie par le client. L'idée s'est alors imposée pour beaucoup de jeunes professionnels qui souhaitent s'affirmer dans le monde de la mode pour des publicités ou dans le monde du travail pour paraître plus chic. Si les New-Yorkais ont eu cette chance, aujourd'hui, les Français se voient offrir cette opportunité. Cependant, s'offrir une barbe à un prix entre 2000 et 6000 euros selon la taille de la zone choisie de cette nouvelle tendance ne fait pas l'affaire de tous. En effet, les entreprises fabricants de rasoirs tels que Gillette et Colgate font face à un effondrement des ventes avec près de 15% de pertes de bénéfices en 2013. Une des tendances masculines fait son retour sur le terrain de football où la coupe est bien le seul moyen de se démarquer, car les joueurs ont les mêmes tenues. Pour ces footballeurs, la coupe de cheveux permet d'attirer l'attention du public et de créer leur propre style au vu de tous. Cette tendance incite les supporters à se faire la même coupe que leur joueur préféré plutôt que d'acheter son maillot. Ainsi, la très forte médiatisation des matchs de foot permet aux spectateurs de pouvoir s'identifier aux joueurs